Bonjour à toutes et à tous. Avant de présenter le livret lui-même, nous voudrions vous indiquer, sur quelle, stratégie, donc ça va être l'objet de la diapositive, suivante, sur quelle stratégie, nous avons réfléchi, pour savoir comment renforcer l'apprentissage du français en sixième, tant sur le plan didactique que sur le plan, pédagogique. Alors, sur le plan didactique, l'essentiel évidemment est de cerner les connaissances et les compétences fondamentales, ainsi que les principales difficultés auxquelles les élèves sont confrontés, je dirais tant en français que plus largement dans leur réussite scolaire, puisque bon nombre des difficultés de français ont des répercussions, dans les autres disciplines. Un des points auxquels nous avons fortement réfléchi, c'est comment lever les implicites, implicites dont par nature les élèves sont inconscients et dont quelquefois les professeurs ne sont pas toujours conscients non plus. Donc nous y reviendrons dans le détail de la présentation du livret, mais c'est un des points importants que soulève la recherche en didactique. Ensuite, il s'agit de décomposer les tâches dans une démarche qui soit à la fois progressive et spiralaire. Avant de présenter plus tard ce que ça veut dire en français, je voudrais faire un détour par un parallèle avec la conduite automobile. Dans la conduite automobile, un jeune qui débute, on va lui apprendre à boucler sa ceinture, à regarder dans le rétroviseur, à régler le rétroviseur, à vérifier que le levier de vitesse est bien engagé, etc. Et donc, on va décomposer des tâches et on va les lui dire explicitement. Et lui-même va faire ces tâches successivement et de manière consciente. Et puis petit à petit, tout cela va s'automatiser et un conducteur expert va faire tout cela de façon synthétique et de façon intuitive. Eh bien, c'est la même logique qui s'applique au français et on va essayer de vous montrer quelle tournure ça peut prendre tant pour les textes que pour la langue. Le point suivant, c'est qu'il s'agit d'articuler connaissances et compétences. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de compétences sans connaissances. Les compétences doivent être fondées sur les connaissances, mais en même temps, des connaissances qui ne débouchent pas sur des compétences restent stériles. On sait très bien qu'un élève peut être capable de réciter par cœur une règle d'orthographe sans être capable de l'appliquer ni en dictée ni en expression écrite. Donc, c'est cette articulation-là que nous avons cherché à travailler. Point important encore, c'est articuler les différentes compétences, parce qu'aucune n'est jamais totalement séparée des autres. La lecture va passer par une écoute orale, on va en rendre compte par de l'oral, la lecture va déboucher sur une écriture, l'écriture va se servir de connaissances et de compétences en langue, etc., etc. Donc, il faut apprendre à mettre tout cela en synergie et cela aussi, nous avons essayé de le mettre en œuvre. Sur le plan pédagogique, le premier point, c'est mettre les élèves en confiance pour les rendre autonomes et pour les mettre en situation de réussite. S'il n'y a pas de confiance en soi, il ne peut pas y avoir de progrès, dans les apprentissages. Donc là aussi, nous avons essayé de mettre en œuvre des stratégies qui mettent les élèves en confiance. Et le point suivant, c'est prendre en compte la diversité dans tous ses aspects, diversité de niveau, diversité de formes d'intelligence, diversité de connaissance de la langue française, etc. Donc, on vous détaillera au fur et à mesure les points qui nous semblent les plus utiles par rapport à cela. Et donc, pour l'instant, je vais passer la parole à Françoise Carrier qui va vous commenter plus directement la structure du livret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, qui s'intitule Mon livret pour progresser français sixième, les savoirs fondamentaux, a été conçu bien évidemment selon les principes qui viennent de vous être évoqués, tant pour ce qui relève de la didactique
que de la pédagogie. D'autre part, c'est un ouvrage qui a été conçu de manière à pouvoir être utilisé dans les différents établissements, quelle que soit la manière dont chaque établissement va être amené à gérer cette heure de soutien-approfondissement, en fonction du contexte qui lui est propre. Et enfin, c'est un ouvrage que l'on peut qualifier d'à géométrie variable, parce qu'il peut être utilisé soit, on peut dire clé en main, c'est-à-dire selon la progression que nous préconisons, ou bien également en autonomie, dans le respect de la liberté pédagogique de chaque enseignant, en fonction des élèves auxquels il est confronté. Alors pour ce qui, concerne évidemment la structure de ce livret, c'est un livret de 64 pages, qui est organisé en 2 grandes parties égales, composées chacune de 14 activités qui représentent chacune 14 semaines de travail dans l'année. Et ces 2 grandes parties, sont organisées de manière à pouvoir répondre, d'une part, à ce qui concerne les textes, avec, la compréhension des textes, la fluidité de lecture et l'expression écrite, et d'autre part, une partie organisée en fonction de la langue et plus particulièrement sur la conjugaison et l'orthographe. Dans les 2 parties, nous avons, comme cela vous avait été dit, essayer de mettre en œuvre une démarche d'enseignement qui soit à la fois explicite, spiralaire et progressif. Et donc je repasse la parole maintenant à Chantal Vertagna qui va vous présenter la première partie de ce livret, celle qui concerne les textes. Donc, la première partie comporte, comme vient de vous le dire Françoise Carrier, 14 activités, donc 14 textes. Tous ces textes sont accessibles par l'écoute grâce à des enregistrements, ce qui est une des manières de répondre à la question de la diversité. Alors, ce qui est une des caractéristiques de ce livret, c'est que pour chaque texte, une démarche de lecture est explicitement exprimée en bleu. Vous voyez quelques exemples. Je comprends le texte à partir de son contexte, grâce à sa construction, grâce au vocabulaire, grâce à la grammaire. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans mon parallèle avec la conduite automobile, un lecteur expert va faire appel à tous ces indices textuels pour une lecture complète. Mais avant de faire la synthèse, encore faut-il savoir à quoi s'intéresser point par point. Donc, nous avons cherché à décomposer, mais comme je le disais tout à l'heure, et on va le voir après, on le reprendra en spiralaire. Deuxième aspect qui s'est affiché en bas à gauche, ce sont différentes stratégies pour rendre compte de la compréhension d'un texte, grâce à une carte mentale, grâce en posant des questions, par le dessin, en le reformulant. On va voir ça plus en détail dans un peu de temps. L'idée aussi, c'est de pouvoir s'adresser à tous les types d'élèves et aussi d'adapter sa stratégie au type de texte. Donc, c'est diversité des approches et diversité des profils. Ensuite, donc, diversité, disais-je, on a aussi une diversité dans les genres et types de textes, en lien évidemment étroit avec le programme. Donc, vous avez par exemple à l'écran, en haut, un exemple de conte étiologique. En activité 6, vous avez un texte informatif, documentaire, et en activité 11, un extrait de récit mythologique. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a aussi évidemment des contes, des fables, etc. Ensuite, cette diversité, comme je le disais tout à l'heure, elle est aussi celle des stratégies pour rendre compte des textes. Donc, vous avez en haut un exemple de carte mentale que l'élève va être amené à remplir en prenant des indices dans le texte. Et puis, dans l'activité 12, qui porte sur un poème, il est proposé différentes reformulations. Je m'arrête là un instant sur l'importance de la paraphrase, parce que la reformulation, c'est une forme de paraphrase. Elle est souvent essentielle dans un premier temps, celui de la compréhension première. Évidemment, elle ne peut pas suffire, elle ne va pas prendre la place de l'interprétation, mais elle est une étape de travail qui a été souvent décriée et qui est pourtant fort utile. Ensuite, là, nous avons parlé à plusieurs reprises d'ores et déjà de démarche
progressive. Alors cette progressivité, elle prend déjà la forme évidente de la difficulté de la longueur des textes. Donc vous voyez que l'activité 1 porte sur un texte court et documentaire et illustré qui plus est, et que l'activité 13, donc l'avant-dernière, porte au contraire sur une nouvelle à chute entière et beaucoup plus longue. Cette progressivité, c'est aussi la complexité grandissante des démarches mises en œuvre. Ici, vous avez à l'écran 2 fables de La Fontaine. En 9, on en rend compte, et enfin, on l'étudie, on s'aide du dessin pour la comprendre. Et en 14, donc la dernière activité, on va étudier cette fable en s'interrogeant sur son sens caché, c'est-à-dire sur l'implicite de la morale. On est dans quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe. La dimension progressive, c'est aussi un autre point qui est la reprise en spiralaire des compétences déjà travaillées. Là, nous avons volontairement pris l'exemple du vocabulaire, puisque vous voyez que l'exemple à gauche porte sur un « je comprends le texte grâce au vocabulaire ». Toutes les questions de compréhension ont été ciblées sur le vocabulaire pour que le sens du texte émerge à partir de là. Et dans l'activité 5, la carte mentale qu'on a déjà vue, elle va être à remplir par des mots de vocabulaire. Et de même que la paraphrase a parfois été négligée parce que décriée, on sait très bien que le lexique est trop souvent le parent pauvre. Or, nous avons vraiment cherché à travailler le lexique en contexte pour que les élèves sortent de ce qui est pour eux une sorte de réflexe, les mots difficiles. Or, bien souvent, les mots même difficiles sont tout à fait compréhensibles si on prend l'habitude de s'interroger sur eux à partir du contexte. Donc ça, c'est une démarche que nous avons mise en œuvre régulièrement dans ces 14 activités. Alors, démarche progressive, mais aussi, et c'est le point suivant, une démarche qui ne fait pas seulement part à la compréhension du texte, mais aussi à la fluidité en lecture. Volontairement, délibérément, nous avons placé le travail sur la fluidité en lecture après le travail sur la compréhension du texte. Nous appuyons pour cela sur les travaux des didacticiens, les travaux du CNESCO, les travaux de quelqu'un comme Roland Guagou. Et effectivement, à part peut-être les auditions de comédiens, personne ne lit oralement un texte qu'il découvre complètement. Même les concours de lecture des collégiens et lycéens qui sont passés récemment à la télévision nous montrent que même pour la preuve dite d'improvisation, en fait, les élèves ont pris connaissance du texte quelques heures auparavant. Alors, nous avons fait un travail en 2 temps. La lecture mentale d'abord, avec un guidage progressif. Ce guidage progressif, vous voyez ici s'afficher des blocs de mots en couleur qui ne sont que des phrases. Et puis, si vous avez l'exemple suivant qui va apparaître, vous avez à nouveau des groupes de couleurs, mais qui sont cette fois des groupes de couleurs qui correspondent à des groupes syntaxiques. Donc, de la phrase, on passe à l'intérieur de la phrase. Et puis, en 5, on explique à quoi correspondent les couleurs. Et en 6, les élèves vont repérer par eux-mêmes quels sont ces groupes syntaxiques. À chaque fois, vous voyez qu'il y a une question. Relisez mentalement le texte jusqu'à ce que vous n'hésitiez plus. Je parlais tout à l'heure de la mise en confiance, c'est un des éléments, c'est-à-dire que l'élève va se lancer dans la lecture orale quand il aura l'impression qu'il en est capable. On est aussi dans une démarche d'auto-évaluation. Donc, le deuxième temps consacré à la fluidité de lecture, c'est la lecture orale. Lecture orale conçue comme un compte-rendu de la compréhension du texte. On n'est pas dans une logique de lecture déchiffrement. En même temps, par les méthodes que nous développons, cela développe la fluidité en lecture dans tous les sens du terme. Alors, comment avons-nous organisé les choses de manière progressive? Le guidage vise d'abord, dans les premières activités, une lecture correcte, liaison, ponctuation, comme vous le voyez ici, respecter les mots en couleur, donc les blocs comme on l'a vu,
la pause longue, la pause brève, donc ponctuation, et les liaisons. Et puis, progressivement, on va passer de la lecture correcte à la lecture expressive. Donc, on a des exemples qui vont vous être affichés. Le premier tiré, c'est la lecture correcte, le deuxième aussi, mais le troisième, mettre en valeur le caractère et les attitudes du chacal, on passe à la lecture expressive. Et puis, pour l'activité suivante, donc la 10, on est plus loin dans le livret, la ponctuation toujours, mais on a une insistance demandée sur les compléments circonstanciels de temps, c'est-à-dire la structure du texte, et puis des nuances d'intonation suivant les états d'âme du personnage. À chaque fois, vous voyez qu'il y a un chronomètre qui indique un rythme progressif, donc de façon à arriver en fin d'année à l'objectif ministériel de 130 mots à la minute. Donc, suivant les textes, ou bien on demande 1 minute au début, 1 minute 30, ou bien si on demande 1 minute, c'est pour moins de 130 mots. Bref, nous avons fait en sorte que le calibrage du rythme aille grandissant de manière à ce que les élèves, petit à petit, améliorent leur rythme de lecture. Le troisième temps dans ces doubles pages, voilà, c'est j'apprends à m'exprimer à l'écrit. Alors, il ne s'agit pas de grandes rédactions longues, il s'agit de ce qu'on appelle dans notre jargon un écrit de travail pour un entraînement régulier qui entraîne la plume des élèves. L'exercice est évidemment en lien étroit avec le texte étudié, ce qui est une manière d'en travailler aussi la compréhension, c'est l'articulation des compétences que j'évoquais tout à l'heure. Comme pour la lecture, on a un objectif qui est indiqué en bleu. Exemple, je formule les informations essentielles, ou bien je rédige un récit avec un dialogue, ou encore, il y en a encore, voilà, je raconte à partir d'une morale, ou bien encore, je crois qu'il y a un quatrième exemple. Non. Et donc, pour chacune de ces activités d'écriture, il y a une petite méthode qui guide l'élève pour qu'il soit mis en confiance, mis en situation de réussite. Et à la fin, vous voyez apparaître en bas de l'écran un 7, vérifier l'accord des verbes avec leur sujet, voir, je retiens page 36 et 44. C'est un lien explicite entre l'expression écrite et la correction orthographique dont Françoise Carrier va vous parler. Alors, en ce qui concerne cette deuxième partie qui est dédiée à la langue, comme on vous le disait au départ, nous sommes dans un livret sur les savoirs fondamentaux et bien évidemment, nous ne sommes pas tenus à l'exhaustivité. Donc, le choix que nous avons fait pour la langue, c'est de travailler à la fois la conjugaison et l'orthographe, mais en essayant de mettre l'accent sur le et, la conjonction de coordination qui relie ces deux éléments, parce que très souvent, les élèves sont amenés à travailler dans leurs apprentissages, d'une part la conjugaison et d'autre part l'orthographe. Et ce que nous essayons de faire dans ce livret des fondamentaux, c'est de mettre en relation véritablement conjugaison et orthographe. Donc, nous avons fait un apprentissage ciblé de ces fondamentaux. Donc, nous avons travaillé d'une part les liens entre la conjugaison et l'orthographe, ce qui nous a amené à travailler plus spécifiquement les accords. Alors, en ce qui concerne l'organisation du plan de cette seconde partie, nous avons tout d'abord, dans une première leçon, qui nous semble fondamentale, nous avons travaillé sur j'accorde les verbes avec un sujet à la troisième personne. C'est véritablement cette première leçon qui fait le lien entre conjugaison et orthographe. Parce qu'en fait, les élèves sont très souvent amenés à travailler la conjugaison en récitant, je chante, tu chantes, il chante, etc., ce qu'ils savent faire par cœur. Et lorsqu'ils sont confrontés à l'orthographe ou à l'expression écrite, leur propre expression écrite, ils ne font pas spécifiquement le lien entre ce qu'ils ont appris en conjugaison, c'est-à-dire un pronom associé à une forme verbale, puisque ça c'est une spécificité de la conjugaison française, et la transposition avec des groupes nominaux qu'ils vont être amenés à trouver lorsqu'ils sont en situation d'orthographe ou d'expression écrite. Donc vraiment, c'est l'objectif fondamental de cette première leçon. Dans les 6 leçons qui suivent, nous allons reprendre explicitement cette première leçon et en l'adaptant à chaque fois
aux différents temps de la conjugaison qui sont à maîtriser dans le programme de sixième, c'est-à-dire les 4 temps simples de l'indicatif, puis vous voyez dans la leçon 6 les 2 temps composés de l'indicatif, le passé composé et le plus que parfait, et dans la leçon 7 le présent du conditionnel. Pour revenir à la suite, voilà, dans les 3 leçons qui suivent, nous travaillons plus précisément, cette fois-ci, l'accord du verbe avec le sujet, avec dans la leçon 8 3 cas particuliers, auxquels sont confrontés les élèves. D'une part, lorsqu'il y a plusieurs sujets pour un verbe, lorsqu'il y a un sujet pour plusieurs verbes, ou bien lorsqu'il s'agit d'un sujet inversé. Donc ce sont des cas particuliers. Dans la leçon 9, on va toujours travailler cet accord sujet-verbe, mais cette fois-ci en ce qui concerne la nature du sujet et en particulier la nature complexe du sujet. Alors, nous avons essayé de travailler dans cette leçon le cas où le sujet est un groupe nominal complexe. Ce que nous appelons groupe nominal complexe, c'est un groupe nominal qui est constitué d'un nom et de son complément du nom. C'est un cas difficile pour les élèves, en particulier pour ceux qui sont confrontés à une difficulté de lecture, puisque leur empan de lecture étant très limité, et qu'en plus ils ont appris que le sujet se trouve justement devant le verbe, très souvent ils sectionnent mal, ils segmentent mal la notion de sujet et ils s'arrêtent au complément du nom au lieu de prendre le groupe nominal dans sa totalité. Dans la leçon 10, nous travaillons cette fois-ci sur la place du sujet. J'accorde le verbe avec un sujet éloigné. Et nous avons pris 2 cas. D'une part, lorsque le sujet est éloigné du verbe par un complément circonstanciel, et d'autre part, lorsque le sujet est éloigné par un pronom qui est à la fois, qui peut être COD ou COI. La leçon qui suit est celle qui est, qui s vous pouvez faire passer la diapositive suivante? Voilà. La leçon qui suit est celle qui concerne les terminaisons du participe passé. Alors, on aurait pu la placer différemment. Si on l'a placée ici, c'est parce qu'elle correspond à l'aspect hybride du participe passé, qui peut être à la fois verbe et qui correspond en ce sens à tout ce que nous venons de dire précédemment pour l'organisation des différents temps verbaux, mais en même temps pour sa valeur adjectivale que l'on va retrouver dans les leçons qui suivent, puisque les leçons 12 et 13 concernent les accords, cette fois-ci dans le groupe nominal. Alors dans la leçon 12, c'est l'accord en genre de l'adjectif et du participe passé dans un groupe nominal. Et dans la leçon 13, c'est l'accord en nombre. Mais dans cette leçon 13, nous revenons bien évidemment en spiralaire sur l'accord en genre. Et enfin, la dernière leçon que nous proposons, c'est l'accord de l'attribut et du participe passé employé avec être. Voilà, ce sont les différents points, les 3 accords, les accords sujet-verbe, les accords dans le groupe nominal et les accords de l'attribut et du participe passé qui nous ont paru être vraiment les fondamentaux pour que les élèves puissent ensuite développer d'autres compétences. Alors, pour pouvoir travailler cette partie langue dans ce livret, nous avons d'abord prévu une organisation qui nous semble la plus claire et la plus méthodique possible, de façon à mettre les élèves en confiance et à améliorer leurs apprentissages. Les 14 doubles pages sont structurées de manière identique. La page de gauche concerne la conjugaison, la page de droite concerne l'orthographe, mais elles sont en lien, bien évidemment. Donc la première notion que l'on trouve dans la page de gauche, c'est une rubrique qui s'appelle Je retiens, qui présente une leçon courte avec quelques exemples. Nous avons ensuite une rubrique qui s'appelle Je développe des automatismes, dans laquelle nous avons 4 ou 5 exercices qui sont extrêmement progressifs. Si je vous en donne un exemple ici, dans cette leçon sur le présent du conditionnel, vous voyez que dans le premier exercice, cet exercice se présente vraiment comme un exercice presque de conjugaison, mais de conjugaison évidemment associé à de l'accord sujet-verbe. Et dans cet exercice, nous rappelons aux élèves les marques de temps et les marques de personne. Dans le deuxième exercice, on monte un petit peu en puissance, puisque si l'on retrouve les sujets-verbes avec des pronoms et des verbes, on s'aperçoit qu'ici, les verbes et les accords sujet-verbe se trouvent à l'intérieur de phrases. Dans le troisième exercice, là aussi, évidemment, on a affaire à des phrases, comme dans une dictée ou dans une écriture, mais il y a un mélange entre les sujets qui sont des groupes nominaux et les sujets qui peuvent être également des pronoms.
Et vous voyez aussi que, étant donné que l'on veut clarifier les apprentissages et qu'on veut les segmenter pour que l'élève puisse vraiment travailler ici les accords, on lui note en bleu les sujets de façon à ce qu'il puisse vraiment focaliser sa démarche. Et dans le dernier exercice, on monte en puissance. Cette fois-ci, on se trouve dans des phrases, mais cette fois-ci, les sujets ne sont pas donnés aux élèves. Ils doivent à la fois les retrouver et faire les accords sujet-verbe. Dans la page de droite, qui est dédiée à la dictée, nous avons tout d'abord un texte que nous proposons. Donc c'est un texte qui est relativement court, 4 ou 5 lignes maximum. Dans ce texte, les élèves vont retrouver les apprentissages qui ont été vus dans la partie conjugaison. Donc ici, ce sont les accords sujet-verbe avec des verbes au conditionnel, comme vous pouvez le voir. Tous les textes ont été enregistrés. Vous avez ensuite une seconde rubrique qui s'intitule je me prépare à la dictée. Donc c'est une préparation puisque la dictée dans cette page-là, nous l'avons conçue non pas comme une dictée d'évaluation, mais vraiment comme un entraînement à la dictée. Donc nous amenons par exemple ici les élèves dans un premier exercice à recopier les verbes au présent du conditionnel avec leur sujet, de façon à ce qu'ils en soient bien conscients. Dans un deuxième point, nous les faisons réfléchir sur la différence entre A avec accent et A sans accent, dans ou avec accent et ou sans accent. En petit c, par exemple, vous avez aux divers carrefours et on leur demande de retrouver quel indice vous permet de savoir que le groupe nominal est au pluriel. Donc, on les fait réfléchir, évidemment, sur un certain nombre d'éléments, puisqu'ici, on s'aperçoit que la prononciation aux divers carrefours ne peut pas donner la notion de pluriel ou de singulier. Donc, il faut qu'ils mettent en œuvre d'autres éléments, d'autres compétences pour arriver à surmonter la difficulté. On leur demande aussi, dans cet exercice en 3, d'écrire au singulier le groupe nominal pluriel et au pluriel le groupe nominal singulier. Donc là, on est dans des accords dans les groupes nominaux que l'on retrouvera ultérieurement. Et puis, on leur demande systématiquement un exercice d'orthographe lexicale, c'est-à-dire de recopier et de retenir un certain nombre de mots qui nous semblent poser problème dans la dictée. Alors ensuite, voilà, j'écris la dictée, donc on peut être peut-être surpris de voir que l'écriture de la dictée se fait sur cette page orthographe, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la dictée conçue comme un entraînement et non pas comme une évaluation. Et il serait tout à fait presque normal que l'élève, dans ce cas-là, puisse l'élève vraiment en difficulté, puisse se référer à la préparation qu'il a faite de la dictée, parce que le but ici, c'est évidemment de comment je peux dire? Le but, c'est d'améliorer les apprentissages et de faire en sorte que l'élève puisse revenir pour arriver à acquérir un certain nombre de compétences. Et ensuite, nous avons un dernier point qui est, j'identifie et je rectifie mes erreurs et donc on amène l'élève à une autocorrection, une correction en classe éventuellement aussi, alors à la fois pour marquer les erreurs d'accord des verbes avec un sujet à la troisième personne, les erreurs d'accord dans les groupes nominaux et les erreurs d'orthographe sur le vocabulaire qui sont là aussi, nous n'avons pas vocation à l'exhaustivité des apprentissages, mais à certains points qui nous semblent fondamentaux. Donc outre cette organisation claire et méthodique, ce que nous avons voulu faire aussi dans cette partie, c'est le souci de lever les implicites, puisque très souvent, comme nous sommes des professeurs de lettres, nous avons tendance à trouver un certain nombre de notions évidentes et ce qui est évident, c'est ce que l'on ne montre plus aux élèves, donc nous avons eu envie d'expliciter. Alors la première explicitation que nous proposons, c'est le lien, comme je vous le disais, entre les pronoms de conjugaison de la troisième personne et les groupes nominaux. Donc, c'est l'objet de la première leçon, un nom ou un groupe nominal sujet est l'équivalent des pronoms il, elle au singulier ou au pluriel. Et vous voyez que dans la préparation à la dictée, nous proposons de revenir sur ce système en disant recopier les verbes et leurs sujets sous cette forme. Alors, on propose un modèle, les pompiers utilisent, les pompiers égale ils. Et donc, à partir du moment où l'élève sait conjuguer ils utilisent, il sait accorder les pompiers utilisent. La deuxième explicitation, c'est sur l'appellation non-noyau, qui est tout à fait que l'on rencontre dans les grammaires et quelles que soient les grammaires d'ailleurs, et on peut imaginer que les grammairiens qui ont employé cette expression non-noyau ont peut-être fait référence au noyau de l'atome, qui est l'élément fondamental, mais on peut imaginer que pour un élève de sixième, l'expression non-noyau n'a pas grand sens, puisque pour lui, à part le noyau de cerise ou le noyau d'abricot, donc c'est la partie que l'on jette du fruit, cela ne fait pas véritablement sens. Donc nous avons choisi de l'expliciter dans la leçon 9
Quand le groupe nominal sujet comporte un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom noyau, c'est-à-dire le premier nom du groupe. Donc, lorsque l'on a le fils de mes voisins, eh bien, le nom noyau, le premier nom que l'on rencontre, c'est le fils, donc l'équivalent du pronom il singulier. Contrairement à les voisins de mon fils, le premier nom, c'est voisin au pluriel, donc c'est l'équivalent d'un il pluriel. Et on propose également cet apprentissage dans le premier exercice d'entraînement à la dictée, recopier les groupes nominaux sujets comportant un complément du nom et les verbes dont ils sont sujets, et on leur demande de souligner le nom noyau et de compléter la parenthèse, de façon à bien comprendre l'expression non noyau. Et enfin, troisième mode d'explicitation, c'est la formule ne pas s'accorder pour un participe. Alors effectivement, cette formule ne pas s'accorder relève d'une expression très ancienne, les accordailles, qui étaient l'équivalent des fiançailles, donc qui ne font absolument pas sens pour les élèves. Et lorsqu'on leur demande ce que signifie en sixième l'expression un participe passé ne s'accorde pas, l'élève est en général incapable d'expliquer ce que ça signifie. Moi, les élèves auxquels j'ai posé la question, parmi les meilleurs élèves, ceux qui m'ont répondu, c'est Madame, ça s'écrit et. Donc, lorsque l'on leur pose la question en disant et alors, pour le verbe finir, on va dire finir, alors ils me disent ah non, mais ils sont incapables d'aller plus loin. Donc, en fait, je pense que on peut expliciter cette formule en disant ne pas s'accorder pour un participe signifie qu'il s'écrit au masculin singulier. Ce qui ne résout pas, bien entendu, tous les problèmes, parce que pour les participes terminés en et, i ou u, cela pose pas de problème. Pour le it, comme par exemple écrit, c'est plus difficile. Et lorsque l'on arrive au participe passé de prendre et mettre et leur composé qui se termine en is, c'est beaucoup plus complexe parce que pour les élèves, le s a valeur de pluriel. Donc il faut effectivement mettre l'accent dans les savoirs fondamentaux sur ces quelques points spécifiques. La troisième notion que nous avons mise en valeur dans cette partie sur la langue, c'est, comme Chantal vous l'a expliqué dans la première partie, l'apprentissage spiralaire. Donc cet apprentissage, on le retrouve à la fois dans la construction du sommaire, puisque comme vous l'avez vu, la première leçon est reprise dans les leçons 2 à 10, puisqu'à chaque fois dans les leçons, il y a un rappel qui est proposé, rappel en leur disant qu'effectivement le groupe nominal au singulier est l'équivalent d'un il, elle, ou le groupe nominal pluriel est l'équivalent d'un il ou elle au pluriel. Cet apprentissage spiralaire, on le retrouve également dans la préparation des dictées, puisque nous avons un repérage des sujets et des verbes dans 13 leçons. Les accords dans le groupe nominal, vous voyez que dans les leçons, il y a 2 leçons qui sont dédiées à cet apprentissage, mais en fait, on le retrouve dans 9 leçons. Les sujets inversés dans 2 leçons. Les accords de l'attribut du sujet et du participe passé employé avec être dans 3 leçons. Donc, vous voyez qu'à la fois, nous avons des apprentissages qui se font en aval et puis qui ensuite qui ont déjà été annoncés en amont, et au contraire, quelques apprentissages qui sont annoncés en amont et qui sont ensuite repris en aval dans un certain nombre de leçons. Voilà, ce sont véritablement les points que nous avons essayé de mettre en avant dans cette partie langue. Donc, pour conclure, voilà, vous voyez apparaître. Donc, pour conclure, ce que l'on peut dire, voilà, c'est que nous avons essayé de concevoir ce livret de progression à la fois comme un outil de soutien et d'approfondissement. Alors, soutien et approfondissement, parce que les professeurs, avec la liberté pédagogique qui est la leur, pourront l'utiliser en soutien s'ils accompagnent précisément les élèves dans les activités que nous proposons, mais également laissant une liberté de travail pour les élèves qui sont moins en difficulté. Donc, c'est plutôt la manière d'utiliser le livret qui va en faire un outil de soutien et d'approfondissement. D'autre part, comme je vous le disais, c'est un livret qui est clé en main, qui peut être utilisé clé en main selon les modalités de progression que nous avons préconisées, mais qui évidemment peut être modulable en fonction de la liberté pédagogique de chacun et des élèves auxquels sont confrontés les différents professeurs. D'autre part, c'est un apprentissage, vous l'avez vu, tant pour la partie texte que pour la partie langue, que nous avons voulu explicite, de manière à aider les élèves dans l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et enfin, nous avons voulu travailler ce que nous avons appelé les savoirs fondamentaux, qui pour nous sont aussi bien des connaissances que des compétences, et ceci pour la réussite de tous les élèves.
Alors, nous vous remercions, Chantal et moi, pour l'attention que nous avons accordée. Et si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup Françoise. On a en effet, une bonne vingtaine de minutes pour échanger à présent. N'hésitez pas à vous emparer du chat pour, poser vos questions. Alors, je vais me permettre de poser une question, Chantal et Françoise, au sujet Oui, du choix des textes dans la partie dédiée à la compréhension. oui. Voilà, comment avez-vous, choisi les textes compte tenu du programme de sixième et comment peut s'articuler le travail avec le livret et le travail avec d'autres outils, mmh, permettant de travailler le programme de sixième. Ah, je pense que, je peux vous répondre en vous disant que nous sommes d'abord partis des programmes, puisqu'il y a des genres littéraires, liés au programme. Je pense aux différentes formes de contes, aux fables. Ça a été, un premier axe de choix des textes. À cela s'ajoutait aussi le fait de ne pas traiter que des textes fictionnels, parce que la recherche nous montre que, bien évidemment, il y a des compétences communes, de lecture propres à tous les textes, mais qu'il y a aussi des compétences spécifiques, au type de texte et au genre de texte, et notamment un texte documentaire et un texte fictionnel, ne font pas appel exactement au même levier, au même réflexe de compréhension. Heu, Ensuite, nous avons essayé de trouver des textes qui soient, progressifs dans leur longueur et dans leur complexité. Et puis, dernier point, mais pas le moindre, c'est comme nous avons cherché, comme je disais tout à l'heure, à cibler, je comprends le texte pour son vocabulaire, pour sa grammaire, et cetera. Nous avons essayé de trouver des textes qui, alors même si c'est toujours un peu artificiel, mais dont l'entrée dans le texte se faisait essentiellement par le vocabulaire ou essentiellement par la grammaire. Et puis, par exemple, pour la construction, il y a, plusieurs fois j'entre dans le texte, enfin, je comprends le texte par sa construction, mais c'est une fois, pour un texte documentaire, celui sur les Incas, c'est une autre fois pour un conte étiologique, ou c'est encore pour, le texte sur Hercule, où c'est le rôle du dialogue dans le récit, donc un autre problème de construction. Et j'en ai un qui m'échappe, je ne sais plus lequel c'était. Donc, par exemple, pour la grammaire aussi, voilà, donc nous avons essayé de trouver des textes qui soient représentatifs, donc en partant encore une fois de, comment dire? De principes de choix qui prévaudraient aussi pour des choix de texte pour un manuel, par exemple. Mais nous avons cherché des textes qui, étaient bien adaptés au type de difficulté de compréhension qu'on voulait travailler. Dans la partie texte, pour les textes de dictée, ben, ça répond à peu près au même principe, c'est-à-dire que nous avons à la fois des textes documentaires, des textes qui relèvent de la mythologie, de la littérature de jeunesse. Donc nous avons, essayé de correspondre bien évidemment au programme de texte de sixième. Et puis pour certains textes, on a été obligé de faire des d'après parce qu'autant il y a des textes qui se prêtent véritablement, à ce que nous voulions faire dans la leçon, mais vous comprenez bien que pour avoir un certain nombre de conditionnels présents, par exemple, eh bien, il est bien évident que nous sommes amenés à adapter un texte pour que cela puisse correspondre le mieux possible à la leçon. Il y a un point, moi, auquel je pense, peut-être que je pourrais ajouter, en ce qui concerne les accords sujets-verbes, c'est qu'il y a un préalable effectivement à ce que nous avons traité, c'est-à-dire la reconnaissance du sujet dans une phrase. Donc, on sait bien qu'il y a plusieurs méthodes pour reconnaître un sujet. Et comme nous travaillons dans les les savoirs fondamentaux et en particulier dans le lien entre la conjugaison et l'orthographe, c'est la raison pour laquelle nous avons préconisé la transposition, effectivement, du groupe nominal sujet, comme je le disais, par un pronom. Mais il est bien évident qu'on pourrait travailler aussi sur les questions que l'on pose d'habitude pour trouver le sujet, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, ou bien encadrer le sujet par c'est qui ou ce sont qui. Mais ces deux modalités nous paraissent moins dans les fondamentaux que ce que nous préconisons. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette stratégie-là, à l'exception des deux autres, mais qui peuvent tout à fait être mises en place selon les classes.
Est-ce que les textes conviennent aux élèves qui ont des difficultés de compréhension? Oui, alors c'est même, ils leur sont, enfin c'est même à ces élèves-là que nous avons, pensé. Puisque, par exemple, et nous avons fait en sorte que les textes soient extrêmement progressifs dans leur difficulté et leur longueur et quand les textes étaient plus résistants, nous avons fait en sorte, de guider, d'aider les élèves pour justement leur montrer que même des textes résistants peuvent être, surmontés. Et j'ai vu apparaître une autre, question qui doit m'être destinée aussi. Sur la densité de la première partie. Alors, on ne vous entend plus, Gaël. Excusez-moi, et je reprends, j'ouvre mon micro. Les activités de la première partie qui sembleraient assez denses, est-ce que chaque fiche peut se faire en 1 heure? Alors, là encore, c'est extrêmement difficile de répondre puisque les besoins des élèves, même en difficulté, ne vont pas être, perçus de la même manière dans tous les lieux d'exercice. Il y a des classes, et pas seulement des classes de bons élèves, pour lesquels effectivement tout peut être fait en 1 heure. Pour d'autres, on peut, scinder cela ou bien, et là encore Françoise a dit que c'était du clé en main modulable, on peut très bien, par exemple, ne pas travailler l'expression écrite et se centrer sur la compréhension et la lecture. Là encore, vu la diversité d'organisation dans les établissements et les profils des élèves, on pourrait imaginer, je dirais peut-être un peu, à l'extrême, que les élèves ne fassent, que certains élèves ne traitent que la première partie ou que la deuxième, parce qu'on peut avoir des élèves qui sont à l'aise en compréhension et par contre en difficulté en orthographe et inversement. Donc en fait, l'idée c'est que oui, ça peut se faire en 1 heure et ça peut être aussi dédoublé en fonction des besoins de chacun. Quels sont les Oui. points du programme à revoir en priorité selon vous? Alors, en ce qui concerne la langue, bon, c'est une vraie question extrêmement difficile. Ce que nous avons essayé de faire dans ces savoirs fondamentaux, c'est véritablement de centrer sur ce qui nous a paru être essentiel, c'est-à-dire les accords. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'en situation d'orthographe ou d'écriture, ce qui nous paraît essentiel pour nous, véritablement, à ce que les élèves, si déjà les élèves arrivaient à ne plus faire de fautes dans les accords sujet-verbe, les accords dans le groupe nominal et les accords de l'attribut du sujet, si déjà ces points clés étaient levés, on peut imaginer qu'ils puissent centrer leur intérêt sur d'autres points essentiels aussi de l'orthographe. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'en général, quand on fait travailler des élèves ou qu'on leur permet de poser quelques questions en classe pour l'orthographe, eh bien très souvent, ils se centrent, eux, sur ce qui leur apparaît comme l'essentiel, c'est l'orthographe lexicale. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple le mot automne dans un texte, ils vont vraiment être omnibulés par le fait de ne pas savoir écrire ce mot et à côté de ça, ils vont oublier tous les autres problèmes qui sont pourtant bien plus prioritaires que l'écriture du mot automne. Donc nous avons véritablement centré sur ces points-là, mais très honnêtement, c'est une question difficile et on peut considérer que peut-être certains professeurs vont d'abord travailler en début d'année les accords dans le groupe nominal, d'autres les accords sujet-verbe. Donc voilà, nous avons essayé de faire la part des choses et de centrer pour nous, ce qui fait le lien véritablement entre conjugaison et orthographe et qui nous ramène au problème des accords. C'est le Alors, choix que nous avons fait dans ce livret. pour la partie texte, je dirais que c'est plutôt sur des, compétences essentielles que moi je mettrais l'accent et c'est un petit peu enfin c'est même un peu beaucoup ce que nous avons cherché à faire dans le livret, c'est-à-dire, faire prendre conscience aux élèves qu'en se transformant en Sherlock Holmes qui observent précisément un texte, ils ont les réponses aux questions qu'ils se posent. Qu'en fait, bien souvent, tout est sous leurs yeux, mais qu'ils n'osent pas, ils ne savent pas. Et avec l'idée aussi qu'ils n'arrivent jamais complètement vierges
par rapport à un texte, mais là aussi, ils n'osent pas se le dire. Et concrètement, la deuxième question de l'activité 1, c'est de quelle saison le texte traite-t-il? Il s'agit de l'hiver. Et que savez-vous déjà de la vie animale pendant cette saison? C'est une évidence, les élèves savent déjà un certain nombre de choses dans ce domaine, et en faisant appel à ce qu'on appelle les inférences externes, pour employer le jargon savant, mais tout simplement en faisant appel à la culture au sens le plus large du terme des élèves, ils ont des clés de réponse, et parce que ça va lever les implicites dont nous parlions. Donc, c'est pour cela que nous avons fait les 4 premières activités sur comprendre le texte à partir de son contexte, à partir de sa construction, de son vocabulaire, de sa grammaire. Si l'élève est déjà conscient que ce sont 4 clés incontournables, on lève déjà beaucoup, beaucoup de difficultés. On pourrait demander aux élèves d'approfondir à la maison, surtout pour les activités de lecture. Ils pourraient, par exemple, s'enregistrer. Tout à fait, tout à fait. Alors après, là encore, suivant les établissements, ça peut être fait à la maison. Dans d'autres cas, ça peut être fait en classe. Enfin, il y a tellement de situations différentes que c'était notre challenge, c'est de faire quelque chose qui puisse être pris clé en main et en même temps quelque chose qui puisse être adapté à la fois au profil des classes, aux conditions locales, je dirais matérielles, aux conditions d'organisation et puis accessoirement aussi au projet de l'enseignant. On pourrait aussi imaginer, pour la dictée, parce qu'on ne peut pas tout écrire dans le livret, mais on pourrait très bien imaginer une activité, dans laquelle, le professeur ou la personne qui est en charge de cette heure pourrait expliciter la démarche d'orthographe, c'est-à-dire un élève qui lui dicte, qui est en situation de celui ou celle qui dicte le texte et où le professeur expliciterait à chaque fois tous les éléments qu'il met en œuvre pour écrire, ce qui serait une autre façon de travailler la dictée, comme entraînement et non pas comme évaluation. Est-ce qu'on a vu, Chantal, le petit chronomètre qui apparaît dans, Je l'ai Oui. montré, mais vous ouais, pourriez peut-être le on remontrer. peut peut-être le remontrer, Jessica, si c'est possible de revenir dans le diaporama. On a ce petit chronomètre là qui vient, accompagner les Voilà, il était consignes là, de oui. lecture. Ouais, Voilà. voilà, donc il est là. Donc nous avons pris soin, de compter les mots, de manière à, encore une fois, proposer quelque chose de progressif. Donc là, on est en activité 3. Le passage, enfin, on est sur quelque chose qui a été il ne s'agissait pas en fait de faire de la lecture à la japonaise. On n'était vraiment pas dans cette logique-là, mais heu, amener les élèves à être conscients de leur rythme de lecture, encore une fois, en ayant intériorisé par une lecture mentale, qui permet aussi de donner du rythme. Donc le petit chronomètre, était vraiment pas pour, encore une fois, faire une compétition de rapidité, hein. C'était pas le lièvre et la tortue, mais c'était l'idée de faire prendre conscience aux élèves et à l'enseignant bah, comment dire, du retard qu'il a ou qu'il n'a pas en termes de rythme de lecture. Tout à l'heure, il y avait une question sur le choix des textes par rapport à des élèves en difficulté. Je dois dire aussi que le travail avec nos éditeurs a été, de chercher comment, en termes de mise en page, de maquette, on fasse quelque chose qui soit le plus clair, le plus rassurant, le plus guidant pour, un élève, en difficulté. En quoi ce cahier est-il différent des autres? Voilà une vaste question. Alors des autres, Bah, d'abord les autres. voilà, Heu, en tout cas, il se trouve, moi je me permets une réponse, oui. d'éditeur, hein, mais je crois que ce cahier, à ce jour est le seul qui vous soit proposé, pour, travailler dans le cadre de cette nouvelle heure, de consolidation approfondissement, à ce jour, hein. Voilà, je laisse répondre Chantal et Françoise sur, la question des autres cahiers Je d'activité. laisse réponse pour la langue, Françoise? Bah, c'est-à-dire que pour la langue, nous ne sommes comme je l'ai dit dans la présentation, nous n'étions pas tenus dans ce cahier, sur les savoirs fondamentaux à l'exhaustivité.
du programme, ce que nous faisons dans les autres cahiers et nous respectons absolument le programme et nous traitons bien évidemment le lexique, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et cetera. Mais ici, nous avons vraiment focalisé sur ce qui nous paraissait être vraiment fondamental dans les apprentissages, à savoir le lien véritable entre conjugaison et orthographe. Comme je l'ai expliqué, si je prends un exemple très clair, lorsque les élèves, sont amenés par exemple à écrire, «Je vous rencontrerai», voilà une chose qui nous une phrase qui pour nous paraît très simple. Eh bien, comme les élèves, ont appris en conjugaison «vous rencontrerez», ils l'ont décliné et qu'effectivement dans cette phrase, le «vous» vient s'interposer entre le «je» et le verbe, eh bien, ils sont amenés à l'écrire «je vous rencontrerai EZ» très souvent. Donc nous avons mis l'accent sur des éléments ici qui nous paraissent fondamentaux et pour essayer de lever toutes ces ambiguïtés de l'accord sujet-verbe. Donc en ce sens-là, ce cahier est tout à fait particulier. Et alors pour la partie texte, je pense qu'il n'y a pas d'autres cahiers dans alors ma mémoire me trompe peut-être, mais je ne pense pas, qui ait travaillé, sur cette décomposition des Mmh. stratégies, de lecture, donc sur des compétences, à mettre en œuvre et qui sont explicitement mises en œuvre pour la compréhension du texte. Quant à le «j'améliore ma fluidité en lecture», même s'il y a le petit chronomètre comme nous l'évoquions à l'instant, nous avons aussi travaillé sur, des, méthodes, des démarches pour arriver à avoir une lecture mentale puis orale qui soit, satisfaisante. Donc là aussi, je pense que dans les cahiers du secondaire, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, ailleurs. Et pour la partie, écriture, on est sur quelque chose de très simple, mais qui reprend aussi pour chaque exercice d'écriture le point sur le central du texte sur lequel on a travaillé en compréhension. Donc on est vraiment sur un travail sur la, méthode pour comprendre, lire oralement et écrire. Moi, ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est vraiment que nous avons essayé de faire le lien dans ce qui concerne le cycle 3 entre le CM1, CM2 et la classe de sixième, puisque nous avons été déjà amenés à travailler sur le CM1 et le CM2 et que nous avons compris, si vous voulez vraiment, nous avons essayé de comprendre au mieux, ce qui pouvait faire le lien dans ce livret entre les fondamentaux, de la classe de CM2 et de sixième. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Il me reste à remercier chaleureusement Chantal Bertagna et Françoise Carrier pour cette, présentation et vous remercier vous de vous Votre être connectés, présence. d'avoir été attentives et attentifs et de nous avoir posé des questions Merci et à beaucoup. vous souhaiter une Merci à excellente fin de vous. journée, une Merci à excellente fin tous. d'année. Au revoir. Merci bien. Au revoir.